Merci d'être là aujourd'hui. Premièrement, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Gabriel Potvin. J'ai fait un bac en génie biomédical à Polytechnique Montréal et je suis maintenant en train de compléter ma maîtrise en Digital Health Innovation à l'Université McGill, où je travaille sur l'application de justement l'IA, donc l'intelligence artificielle, dans le domaine de la santé et en ce moment plus spécifiquement en milieu préhospitalier avec Urgence Santé. Je vais vous donner aussi des exemples tantôt pendant la présentation. Avant de commencer, je vais aussi présenter la SCAM parce que je sais qu'il y a des gens dans l'ensemble qui connaissent pas vraiment c'est quoi puis qui n'ont jamais vraiment participé à nos activités. C'est la Société québécoise d'intelligence artificielle en médecine pour laquelle je suis vice-président. Donc, c'est une nouvelle association qui a été créée vers la fin de 2023 avec Méziane qui est aussi dans la salle. Et on regroupe des étudiants de plusieurs universités, de plusieurs programmes d'études au Québec. Donc, pour l'instant, nos membres sont surtout des étudiants en médecine intéressés par l'IA. Mais notre but est aussi de rassembler des gens de différents milieux et programmes. Donc, médecine, génie biomédical, hautes sciences de la vie, informatique et plus. Puis, notre but, c'est de mettre en lumière l'importance de l'IA dans les soins de santé. Donc, pour ce faire, on organise diverses activités comme des conférences, des podcasts, et on crée aussi des vignettes éducatives qu'on poste sur nos pages Facebook et LinkedIn que je vous encourage aussi à suivre. Donc, voilà. J'ai commencé mon petit cours, donc je sais pas exactement c'est quoi votre niveau en intelligence artificielle, en machine learning, mais j'ai vraiment essayé de faire une introduction pour très débutants qui peut, je pense, être comprise par tout le monde, mais arrêtez-moi si vous avez des questions. Puis, ouais, j'ai pas vraiment mis de maths, là, je voulais me rester au concept de base. Puis, un jour, on fera peut-être un cours plus avancé s'il y a de l'intérêt. Donc, voilà. Premièrement, je voulais définir les mots intelligence artificielle et machine learning. Donc, l'IA, c'est vraiment un mot assez large qui englobe différents concepts. Donc, comme écrit ici, c'est un ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Donc, voilà, c'est comme au centre de plein d'autres concepts. Ce qu'on voit beaucoup dans les films de science-fiction, c'est vraiment comme des robots intelligents qui finissent par juste contrôler le monde entier. Donc, la robotique peut effectivement faire partie de l'IA, mais c'est vraiment loin d'être juste ça. Quand on parle d'IA de nos jours, c'est plutôt du machine learning. Et le machine learning, c'est vraiment euh, des algorithmes mathématiques et statistiques qui permettent à un algorithme d'apprendre à partir d'exemples, puis de généraliser leur apprentissage à des nouvelles données. Donc, généralement, ça veut dire prédire quelque chose. Je vais donner plus d'exemples bientôt. J'ai aussi mis d'autres domaines que l'IA englobe. Donc, ceux ici, les expert systems, c'est dans les années 70, un peu avant que vraiment le machine learning se popularise. C'était surtout ça qui était utilisé. Mais c'est vraiment simple. C'est comme des if, else en informatique, si vous le connaissez, mais en d'autres mots, c'est juste des règles qu'un système respecte. Donc, si telle condition est remplie, il fait telle action. Genre, tout est vraiment défini à l'avance. Donc, c'est pas vraiment de l'IA en soi, mais c'est vraiment la version de base de l'IA. Il y a aussi d'autres domaines d'études comme la computer vision, qui est quand on essaie d'extraire de l'information d'images et de vidéos. Donc, par exemple, de la reconnaissance faciale avec... ouais. Donc, ce truc-là, ça inclut du machine learning, mais aussi d'autres techniques de d'autres domaines, par exemple. Euh, Ça inclut du traitement d'images vidéo, du traitement de signaux, les capteurs d'images eux-mêmes qui sont plus d'électronique, tout ça. Donc, finalement, si on prend la comparaison avec un être humain, on essaie de simuler l'intelligence humaine, mais on essaie aussi de simuler d'autres sens humains. Donc, computer vision, ce serait de simuler les yeux. D'une partie, on a besoin du machine learning qui est un peu le cerveau, mais on a aussi besoin des capteurs pour les yeux, tout ça. Et NLP, c'est Natural Language Processing, donc c'est le traitement automatique des langues. Ça inclut les chatbots comme ChatGPT, mais aussi des notions de linguistique. Donc, voilà. Et cette image, pour le fun, j'ai aussi généré avec DALL-E, donc un algorithme d'intelligence artificielle. Mais tu sais, j'ai modifié un petit peu pour ajouter du texte parce que originellement, ça m'avait généré ce truc ici, qui est pas si mal, mais comme on peut voir, Computer Vijoyon, en tout cas, il y a un petit peu de misère, il y a encore un peu de misère avec le texte écrit, mais voilà, ça peut faire des trucs intéressants.
Donc ici, c'est surtout pour vous montrer que l'intelligence artificielle, c'est quand même quelque chose de vieux, même si ça s'est beaucoup popularisé récemment. Donc déjà, en 1956, on parlait déjà d'intelligence artificielle. En 1958, il y a eu l'invention des perceptrons, qui sont une forme vraiment basique, mais quand même, ça vient de là les neural networks, donc les réseaux de neurones, qui sont très populaires aujourd'hui. En 1965, il y avait déjà un programme qui ressemblait un peu à ChatGPT. On s'entend une version vraiment très, très basique, qui pouvait surtout agir comme un thérapeute. Donc, il pouvait poser des questions, puis les adapter selon la réponse du patient. Donc, ça fait quand même un bout que tout ça existe. En 70, il y a eu les expert systems, comme je parlais tantôt. En 97, il y a eu Deep Blue d'IBM qui a gagné aux échecs contre le champion du monde. Puis en 2017, les Transformers. Donc, c'est ça, c'est les modèles qui permettent les trucs qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui. Donc, ChatGPT, les Transformers permettent à ces modèles d'exister. Donc, voilà pour le résumé de l'historique. OK, donc maintenant, on va commencer avec les concepts de base du machine learning. Donc, premièrement, il y a trois principaux types d'algorithmes. Le premier, puis le plus important, c'est l'algorithme supervisé. Donc, ce que ça veut dire superviser, c'est qu'on montre des exemples à l'algorithme. L'algorithme apprend et ensuite, quand on lui montre des nouveaux cas, il est capable de prédire en utilisant ce qu'il a appris des exemples qu'on lui a montrés. Donc, par exemple, on lui montre des photos d'animaux, comme c'est ici. Donc, on lui montre autant les variables. Dans ce cas-là, la variable, c'est juste une image. Et le label. Le label, c'est la bonne réponse, finalement. Donc, on lui montre un chat avec le chat écrit. On lui montre un chien avec le chien écrit. Puis tout ça, ça s'appelle le training set parce que c'est la partie des données qu'on utilise pour entraîner le modèle. Et donc, on monte ça à l'algorithme. Puis après, ça, c'est vraiment la première étape. Ça, c'est vraiment en deux étapes. Première étape, on monte à l'algorithme. Deuxième étape, on lui montre une image inconnue. Dans ce cas-là, ici, nous, on sait c'est quoi parce que c'est évident, c'est un chien, mais ça pourrait aussi être quelque chose qu'on connaît juste pas. Et l'algorithme, finalement, est capable de dire que ça, c'est un chien. Pourtant, il n'a jamais vu cette image-là. Donc, c'est vraiment ça. Il y a vraiment deux étapes. Premièrement, entraînement. Puis deuxièmement, quand l'algorithme est prêt, on peut lui donner des données, puis il va pouvoir prédire c'est quoi. Voilà. Donc, comme je disais, superviser, c'est le plus important. Puis je vais aussi en reparler très, très bientôt. Mais je vais quand même vous présenter deux autres types d'algorithmes qui sont quand même importants juste pour vous montrer quoi d'autre est possible. Donc, le deuxième type, c'est l'algorithme non supervisé. Donc là, on n'a pas besoin de labels. Donc, on n'a pas besoin de dire que ça, c'est un chat, ça, c'est un chien, ça, c'est un chat, ça, c'est un chien. Tout ce qu'on a besoin, c'est de donner de passer toutes ces images-là à l'algorithme. Puis l'algorithme va chercher les points communs entre les images, puis essayer de faire des groupes qui se ressemblent, même si c'est pas le groupe représente quoi. Donc, par exemple, il va faire ça ici. Donc, il a pris les images que vous voyez, puis il les a mis dans deux groupes différents. Ici, c'est les chats, ici, c'est les chiens. Il sait pas que c'est des chats, il sait pas que c'est des chiens, mais il a juste réussi à les séparer en deux. Ça pourrait être en trois, ça pourrait être en quatre, mais en différentes classes qu'on appelle différents groupes. Donc, voilà. On n'a plus besoin de dire à l'algorithme que c'est un chat ou un chien. Le troisième type, c'est celui qu'on entend parfois parler quand un modèle gagne aux échecs, comme je parlais tantôt, ou qui apprend à jouer à un jeu vidéo. Donc dans ce cas-ci, l'algorithme est nommé un agent, puis il effectue des actions comme un coup aux échecs ou une touche au clavier, un clic de souris pendant un jeu vidéo, quelque chose comme ça. Puis il est récompensé quand l'action est correcte. Puis avec cette récompense-là, il apprend, puis au fil du temps, il apprend à jouer. Ça, c'est moins important, comme je disais, mais c'est quand même les trois types populaires. Donc, si on retourne au premier type que j'ai montré, l'algorithme supervisé, on va toujours avoir, premièrement, d'un côté, les variables de la personne qu'on veut tester ou de la chose qu'on veut prédire, ça dépend du problème. Mais on va toujours avoir des variables en input. Puis, ils sont dans un vecteur, donc qui s'appelle X. Ça veut juste dire ce qu'on donne à un algorithme. Puis le vecteur, juste une petite liste. Donc, finalement, euh, chaque X, c'est une variable différente, qu'on appelle aussi features. Tout ça, c'est juste des synonymes. Et euh, ouais, on va envoyer ça à l'algorithme qui va nous redonner finalement la prédiction qui s'appelle Y chapeau. C'est juste pour différencier Y chapeau qui est la prédiction de Y qui est la vraie valeur dans la vraie vie de ce truc-là. Donc, par exemple, si l'algorithme prédit, on donne
mettons, je refais l'exemple de tantôt. On donne l'image comme input à l'algorithme, une image de chat. La prédiction, mettons, si l'algorithme se trompe, ça va être un chien. Donc, le Y chapeau, ça va être un chien. Mais la vraie valeur, c'est un chat, donc Y serait un chat. Et là, il y a plein d'autres exemples possibles. Par exemple, un autre exemple de base que souvent les gens parlent quand on commence à apprendre le machine learning, c'est si on veut prédire le prix de vente d'une maison. Donc, le prix de vente d'une maison, c'est Y, la prédiction, c'est Y chapeau. On peut utiliser des variables, par exemple, YX1 pourrait être le nombre de pièces, X2 pourrait être l'année de construction, X3 pourrait être le nombre de pieds ou de mètres carrés, etc. On peut avoir autant de variables comme ça qu'on veut. Puis c'est ça, Y chapeau pourrait être, par exemple, si on prédit que la maison vaut 500 000, puis si jamais finalement on vend la maison à 600 000, ben Y, ce serait 600 000. Puis avec les images, chaque X, ce serait genre un pixel de l'image finalement. Pas besoin d'entrer dans les détails, mais c'est ça. Aussi, si on parle du domaine médical, les features peuvent être par exemple l'âge, niveau de cholestérol, pression artérielle, résultat des CG, puis tout ça, ça pourrait prédire par exemple un risque élevé ou non de maladie cardiaque. Ou bien si on a une radiographie IRM ou un rayon X, le input, encore une fois, c'est l'image, puis le output, ça peut être est-ce qu'une tumeur ou non. Il y a plein d'exemples possibles. Donc, voilà. Euh, Puis c'est ça, arrêtez-moi si vous avez des questions, genre n'importe quand. Puis, ouais, dans ces problèmes-là qu'on vient de parler, supervisés, il y a deux principaux problèmes. Le premier problème, c'est la prédiction. Donc là, j'ai changé encore une fois l'exemple que je vous donne, mais je pense que c'est bon d'avoir plein d'exemples différents. Puis ceux-là, ils ont plus rapport avec ce que j'étudie en ce moment. Donc, euh, mettons qu'on veut prédire le nombre d'appels 911 médicaux de la journée. Parce que dans la vie, il y a des gens qui appellent 911 quand ils ont un problème médical. On veut juste prédire combien de gens vont appeler aujourd'hui. Et on peut essayer de prédire ça avec le jour de la semaine, par exemple, parce qu'il y a plus de monde qui vont fêter la fin de semaine, ils vont sortir, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ça fait qu'il y a plus de gens qui appellent 911. La température, parce qu'il y a une autre température aussi, ça peut faire des coups de chaleur, donc il y a plus de gens qui vont devoir aller à l'hôpital, des trucs comme ça. Puis, est-ce que c'est un férié ou non? Parce que, encore une fois, par exemple, le Nouvel An, il y a des gens qui font des parties, des feux d'artifice, plein de choses. Donc, mettons qu'on a ces trois variables-là pour savoir le nombre d'appels 911 médicaux. On les met dans l'algorithme. Puis voilà, on obtient une prédiction qui est par exemple 665,3. Puis ici, c'est de la régression parce que c'est un nombre continu, donc soit 665,3. C'est vraiment, ça pourrait être n'importe quel nombre, ça pourrait aller à l'infini. Genre, l'algorithme peut vraiment donner pas mal n'importe quoi qui existe. Voilà. Donc, ça différencie ça de la classification, qui est quand il y a vraiment juste une ou deux réponses possibles. Il n'y a pas des nombres infinis, il y a vraiment une ou deux réponses. Donc ici, c'est un autre problème. C'est plutôt que il y a beaucoup de paramédics qui ont des problèmes de santé parce que c'est une job assez difficile. Je veux dire, ils travaillent des longues heures avec souvent des événements traumatisants. Donc on pourrait essayer de vouloir prédire si la personne est à risque élevé ou faible d'un risque de santé psychologique. Donc, d'un burn-out, par exemple. Ouais. Euh, donc, c'est ça. Pour ce faire, on peut laisser, par exemple, le temps supplémentaire que la personne a eu, par exemple, dans la semaine ou dans le mois. On peut laisser l'âge de la personne. On peut utiliser l'ancienneté de la personne. Pardon. L'ancienneté de la personne. Et on donne ça à l'algorithme. Et finalement, la prédiction, c'est vraiment un groupe. Donc, groupe 0 faible risque. Groupe 1 haut risque. Il y a vraiment juste deux options que l'algorithme peut donner. Alors que tantôt, il y avait tous les nombres qui existent. Maintenant, il y a juste deux groupes qu'on appelle classes. Donc, voilà. Donc, comme, ouais, juste pour vous rappeler, pour que l'algorithme puisse faire ce que je viens de vous montrer, donc donner ces prédictions-là ici, on doit lui montrer des exemples avec des labels. Puis ça s'appelle le turning set, comme j'ai déjà dit. Mais pour le turning set, généralement, quand on crée un algorithme de machine learning, on a un gros dataset. Donc, on a nos données, mais il faut qu'on les sépare en deux. La plus grande partie, soit à peu près 80%, ça va être le training set. Donc, cette partie-là va servir à entraîner le modèle. Mais on se garde aussi une partie, environ genre 20%, pour pouvoir tester le modèle sur des données indépendantes à la fin. Parce que si on ne fait pas ça, on ne pourra pas savoir si le modèle est bon.
Parce que notre but, c'est vraiment pas juste que le modèle soit bon sur ce qu'il connaît déjà, mais le but, c'est que le modèle arrive à généraliser, à trouver des patterns dans les données. Puis si on le teste avec des trucs qu'il a déjà vus, évidemment, il va déjà être bon, donc ça serait tricher de le tester sur ça. Donc, c'est pour ça qu'on sépare vraiment en deux le dataset. Voilà. Puis, je vais vous expliquer un peu plus là-dessus, là, c'est simplifié pour l'instant. OK. Donc là, je vais aussi vous présenter certains modèles. Je ne vais pas montrer les maths, mais évidemment, il y en a plein. Donc, si vous êtes intéressé, je pourrais aussi vous envoyer des articles et autres. Puis, on va commencer avec un modèle que vous avez sûrement déjà vu dans d'autres cours. C'est vraiment un modèle mathématique pas mal simple. C'est la régression linéaire. Mais maintenant, en machine learning, on le voit un peu d'une autre façon. Donc, il faut penser un peu différemment. Donc, comme je disais, la première étape, c'est qu'on montre des exemples au modèle, dans ce cas-ci, le modèle de régression linéaire. Donc, les exemples, ici, c'est les petits points bleus qu'on voit sur l'image. Donc, finalement, en ce moment, il y a juste une seule variable. Donc, on veut prédire le nombre d'appels F1 qui est en Y en utilisant la température qui est en X ici. Donc, là, j'ai juste mis des exemples qu'on sait déjà, donc avec le label qui est le nombre d'appels, puis la variable. Donc, c'est ça. Donc, la température va prédire le nombre d'appels F1 de la journée. Donc, le modèle, il apprend avec ces exemples bleus-là. Puis, dans ce cas-ci, apprendre, ça veut dire trouver la ligne qui passe le mieux possible dans les exemples. C'est vraiment juste ça. Donc, si vous vous rappelez, c'est au cégep ou à l'université, ou même au secondaire, le Y est égal à X plus B. C'est cette droite-là. Puis, le but de l'algorithme, c'est juste de trouver le meilleur A puis le meilleur B qui vont passer dans les exemples qu'on a. Donc, ça, c'est la première étape. Tu trouves la ligne rouge en utilisant les exemples bleus. Après, tu peux oublier les exemples bleus. Le modèle, il se rappelle juste la ligne rouge. Puis, il peut l'utiliser pour prédire des nouveaux cas. Donc, par exemple, si on a un nouveau cas qui arrive, ben, c'est une nouvelle journée dans ce cas-ci. Une nouvelle journée, 35 degrés Celsius, on peut juste regarder la ligne, puis voir combien d'appels on prédirait pour cette journée-là. Et voilà, on prédit 705 appels. Donc, le nouvel exemple, c'est l'étoile noire ici. Euh, voilà. Donc, c'est ça. Ça égale à 705. Ça veut dire que le prédiction du modèle est de 505. Puis là, c'est assez simple parce qu'il y a une seule variable, la température, mais on peut aussi s'imaginer qu'avec plus de variables, le graphique sera en 3D, en 10D, en 1000D. Donc, ça commence à être plus compliqué à représenter, mais le principe reste le même. Puis ici, c'est un algorithme de régression, comme je parlais, parce que ce qu'on prédit, c'est un nombre continu, donc 705. Voilà. Pas de questions là-dessus. Le deuxième, c'est la régression logistique. Donc, c'est presque la même chose que la régression linéaire qu'on vient de voir, mais c'est pour la classification. Donc, dans ce cas-ci, on prédit plus le nombre d'appels par jour, mais on prédit plutôt si la personne, donc maintenant c'est un paramédic, est en santé psychologique compromise ou pas compromise. Pour simplifier, je peux juste dire malade ou en santé. Donc, vraiment, il y a juste deux groupes possibles. Donc, à place d'avoir une droite qui passe dans plein de différents nombres d'appels possibles. Ici, vraiment juste Y égale à 0, qui est le premier groupe, Y égale à 1, qui est le deuxième groupe. Donc maintenant, en place d'être une droite, c'est une courbe qui est une fonction logistique. Il y a plein d'équations, mais c'est pas vraiment important non plus. Le but, c'est vraiment juste que c'est ça, c'est pas une courbe, puis qu'on essaie quand même de l'adapter aux exemples bleus qu'on a. Donc, c'est ça. Puis après ça, quand on a un nouveau paramédic qu'on veut tester, mettons qu'un paramédic, il y a eu 130 interventions urgentes, qui est la variable qu'on a choisie cette fois-ci, on peut juste regarder avec la courbe. Le pouf, on arrive à 0,83. Puis ça, le 0,83, on peut considérer ça comme une probabilité qu'il soit malade, donc Y égale à 1, ou on peut aussi juste se dire que vu qu'il est plus proche de Y égale à 1, on le met dans ce groupe-là. On peut aussi changer, genre faire varier le seuil de à quel point on veut à quel moment on veut que ça devienne malade ou pas malade. Par exemple, normalement c'est 0,5 parce que c'est la moitié, donc plus haut que 0,5, il serait compromis, plus bas que 0,5, il serait pas. Mais on peut aussi faire varier ça, on pourrait faire que ça soit 0,2, 0,1, peu importe ce qu'on veut. Donc, voilà. Troisièmement, il y a le modèle KNN, donc c'est les cas plus proches voisins. Maintenant,
euh, à place de se rappeler d'une équation linéaire ou logistique, le modèle, il se rappelle vraiment de tous les anciens exemples. Donc, dans ce graphique-là, cette fois-ci, on a deux variables. Donc, j'ai mis deux variables différentes. Donc, ici, on a le nombre d'interventions urgentes du paramédic qui était la même variable qu'avant. Puis ici, on a l'âge du paramédic. Puis maintenant, la couleur représente s'il était malade ou en santé. Donc, rouge étant santé mentale compromise, puis bleu étant santé mentale en santé. Donc voilà. Donc maintenant, quand on a un nouvel exemple qui est représenté par l'étoile noire ici, on fait juste la passer dans le graphique à l'endroit nécessaire. Donc ici, il y aurait à peu près 90 nouvelles interventions, il y aurait à peu près 37 ans. Donc on fait juste le placer, puis on regarde les cinq voisins les plus semblables. Donc les cinq autres exemples qui viennent du training set qui sont les plus semblables. Puis on regarde leur couleur. Donc ici, on a trois bleus puis deux rouges. Donc dans ce cas-là, la majorité est bleue. Donc le nouvel exemple serait aussi bleu, ça veut dire en santé. Ici, on a décidé que k est égal à 5 par nous-mêmes, mais ça pourrait aussi être n'importe quelle autre valeur. Puis le choix de cette valeur-là, ça s'appelle un hyperparamètre. Je vais vous en parler plus tantôt, mais c'est quelque chose qu'on peut décider, qu'on peut essayer d'optimiser. Voilà. Il y a aussi les Support Vector Machines. Donc, ici, en utilisant les exemples du training set, euh, donc les points rouges et les points bleus, on essaie de trouver la frontière de décision qui sépare le mieux les deux classes. Donc, frontière de décision, ça veut juste dire on met une ligne quelque part, puis on se dit, qui essaie de séparer le plus possible les deux groupes, puis on se dit que d'un côté, les nouveaux exemples pointent ce groupe-là, puis de l'autre côté, les nouveaux exemples pointent l'autre groupe. Donc, tout ça, c'est avec des maths un peu complexes, mais je pense que le but, c'est vraiment de comprendre qu'on veut séparer le mieux possible les deux classes. Donc, ça ne sera jamais parfait, mais ici, on peut voir que la ligne sépare une majorité à droite qui est rouge, donc malade, puis il sépare de l'autre côté une majorité d'exemples bleus, donc en santé. Puis voilà, donc tu sais, c'est la meilleure ligne qu'on aurait pu trouver. Si c'était par exemple de là à là, ça ne marcherait pas, ou de là à là, ça ferait qu'il n'y aurait pas une majorité assez dans chaque côté, de chaque côté de la ligne. Donc maintenant, si on a un nouvel exemple qui se trouve ici, par exemple, donc encore une fois, à peu près 90 interventions urgentes, puis à peu près 37 ans, mais vu qu'il est du côté de gauche, avec une majorité en santé, il serait aussi considéré comme étant en santé. Donc, c'est vraiment juste ça. Encore une fois, ici, il y a juste deux variables, donc ça a l'air assez simple, c'est juste une droite. Mais on peut s'imaginer que ça devient pas mal plus compliqué s'il y a des centaines de variables. Ça devient plus vraiment une ligne, ça devient un hyperplane dans un espace multidimensionnel. Donc, c'est un peu plus compliqué à se représenter. Mais encore une fois, ça reste le même principe. Puis aussi, ici, c'est une droite, mais c'est aussi possible de donner un kernel à l'algorithme, ce qui fait que ça peut devenir d'autres formes qu'une droite. Mais voilà, encore une fois, le principe reste le même. Maintenant, le prochain algorithme, c'est le decision tree. Donc, maintenant, on montre nos exemples à l'algorithme. L'algorithme apprend des règles de décision hiérarchiques. Hiérarchique, ça veut dire qui étaient une après l'autre, donc du haut de l'arbre au bas de l'arbre. Puis, quand on a un nouvel exemple à tester, on le met dans l'arbre depuis le top, puis on regarde s'il respecte chaque règle. Donc, par exemple, ici, mettons, on a un nouveau paramédic. Puis avec les règles ici, on les a apprises avec le training set pendant l'entraînement. Maintenant, on a un nouveau paramédic. Il arrive ici. On regarde, est-ce que son nombre d'interventions urgentes est plus grand ou plus petit que 119? S'il est plus grand, on arrive à cette branche-là. Puis on arrive à la fin, donc on voit que sa santé mentale semble compromise selon notre modèle. Si c'est plus petit que 119, par contre, il faut aussi regarder son âge. Plus grand que 25, maintenant, ce serait dans l'autre classe, donc non compromise. Ou je sais pas si je dis plus grand, en tout cas, plus grand, c'est ça, plus petit que 25, ça serait cette fois-ci encore une fois compromis. Donc, il y a vraiment plusieurs règles, une après l'autre, qu'on regarde. Puis au final, on peut trouver, le modèle trouve sa prédiction en regardant les différentes règles. Puis cet arbre-là ici est tout petit, mais évidemment, ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros que ça. Aussi, euh, il y a d'autres modèles plus complexes qu'on peut faire à partir d'un decision tree. Par exemple, il y a les random forests qui sont essentiellement plein de petits arbres comme ça qu'on met ensemble puis que finalement ça réduit un peu l'incertitude qu'un seul arbre pourrait avoir.
Donc, voilà. Et finalement, on a aussi les neural networks. Donc, premièrement, un neurone, c'est un petit cercle qui contient un nombre. Donc, que ce soit les cercles bleus ou les cercles rouges, ici, c'est tous des neurones. Puis, un layer ou une couche dans un réseau de neurones, c'est vraiment juste une colonne ici comme ça. Donc, ouais, le premier layer, c'est facile de savoir c'est quoi. C'est vraiment juste nos variables, pareil que ce qu'on voit depuis le début. Donc, si notre nombre d'interventions urgentes ici, c'est une de nos variables, x1, ça pourrait être genre 60, par exemple, si c'est ça le nombre d'interventions. Puis ici, l'âge paramédic, c'est notre deuxième variable. Donc, mettons le x2 ici, ça pourrait être 24. Donc, c'est vraiment juste 60, 24. Après ça, on a les hidden layers qui font des opérations sur nos variables, que je vais expliquer un peu plus dans un instant. Puis au final, on a le dernier neurone qui est juste la prédiction du réseau de neurones. Donc, dans ce cas-ci, ça serait 0 s'il est en santé, 1 s'il y a un problème psychologique. Voilà. Donc, maintenant, il faut savoir que chaque neurone, donc chaque petit cercle, est connecté avec tous les neurones de la couche suivante. Puis, même chose pour ceux-là ici, ils sont connectés avec tous les autres neurones, puis ceux-là ici avec tous les autres, qui est un seul dans ce cas-ci. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque neurone, sauf les premiers, parce que les premiers, on sait déjà leur valeur, chaque neurone utilise euh, leurs inputs finalement. Donc, ils additionnent la valeur de leurs inputs, mais par contre de manière pondérée. C'est ça que les flèches ici représentent. Donc, par exemple, si la première flèche ici, là, je pense que vous voyez ce que je souligne là, la première flèche ici, si mettons elle vaut 1, mais que cette flèche-là ici, la plus grosse, là, elle vaut 2, ben, la valeur de ce neurone-là, ce serait une fois le x1 plus deux fois le x2. Donc, mettons, encore une fois que c'est 60 interventions puis 24 ans, cette flèche-là, c'est 1, cette flèche-là, c'est 2. On aurait par exemple 60, donc une fois 60, puis deux fois 20 ou 24, je pense que j'ai dit le 2. Donc, une fois 60 plus deux fois 24, ça ferait 60 plus 48, ça ferait 108 pour la valeur qu'il y a ici. C'est pas vraiment important tous les calculs, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'algorithme apprend quand on lui montre des exemples inconnus, puis c'est vraiment le poids des flèches ici qui va changer euh, quand l'algorithme s'entraîne. Donc, donc c'est vraiment le poids des petites flèches qui change. Donc, pour savoir si c'est un 1, si c'est un 2 ou si c'est autre chose. Donc, pendant l'entraînement, on ferait vraiment juste déterminer chaque flèche vaut quoi. Puis après ça, quand on a un nouveau exemple à tester, on connaît déjà tous les poids dans les petites flèches. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est déployer les variables ici. Puis là, l'algorithme fait tous les calculs, puis nous donne finalement la prédiction à la fin. Donc, c'est vraiment ça. Aussi, là, c'est vraiment des layers normaux, mais aussi plein de types de couches différentes qui peuvent exister puis qu'on peut ajouter selon notre problème. Donc, par exemple, si on a une image en entrée, il y a, euh, il y a un layer qui s'appelle une couche de convolution qu'on peut utiliser. Puis la convolution, c'est une opération mathématique un peu compliquée, mais le principe, c'est qu'elle arrive juste à mettre en évidence des détails importants de l'image, comme les contours ou les formes spécifiques dans l'image. Donc voilà, juste pour dire qu'il y a plein de couches différentes, compliquées qu'on peut ajouter, mais le principe, encore une fois, c'est vraiment juste qu'on peut trouver le meilleur poids pour chaque flèche qui font qu'au final, le réseau est capable de prédire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour ça? Vas-y, Mason. J'aurais une question, mais c'est plus par rapport à la régression logistique. Bien sûr. Tu as mentionné que, ok, si je me trompe pas, il y a des paramètres, oui. Il y a des paramètres que tu essaies d'optimiser. Puis même chose pour la régression Ouais. linéaire. Comment Mhm. est-ce que tu les optimises? Ouais. Donc, essentiellement, les paramètres qu'on veut optimiser, en d'autres mots, c'est vraiment juste, on essaie de passer la ligne. Donc, la ligne rouge, c'est une fonction, donc elle a des paramètres. Le but, c'est juste que la fonction soit passe le mieux possible dans les données pour qu'on puisse après ça l'utiliser pour des nouvelles données. Puis ça va effectivement être ma prochaine diapo. Donc, comment on trouve la meilleure fonction? Finalement, c'est ça le training de l'algorithme, là. C'est finalement trouver la meilleure fonction. Pour l'équation de la régression linéaire, ça serait trouver la meilleure fonction, donc trouver le A et le B. Pour fonction logistique, ça serait trouver la meilleure fonction logistique.
Pour SVM, ce serait de trouver la meilleure frontière de décision. Pour le Decision Tree, ce serait de trouver les meilleures règles de décision. Puis pour les neural networks, ce serait de trouver les meilleures connexions, ben, les meilleurs poids des connexions entre les neurones. Dans tous les cas, c'est un peu le même principe. C'est vraiment juste qu'on veut optimiser, euh, optimiser cette fonction-là ou trouver la meilleure chose qu'on veut pour notre algorithme. Donc, souvent, je veux dire, avec la régression linéaire, par exemple, c'est vraiment une réponse qu'on peut trouver facilement. C'est juste des maths, on peut trouver le A et le B. Ça va, je veux dire, il y a un petit peu de maths que j'ai pas ici, mais c'est quelque chose d'assez simple. Mais pour les autres problèmes, parfois, c'est un peu plus difficile parce que c'est difficile d'arriver à une réponse exacte. Et c'est pour ça que souvent, il va falloir utiliser des algorithmes d'optimisation comme le Gradient Descent. Donc, euh, je vais pas non plus vraiment expliquer c'est quoi le gradient descent parce que c'est plutôt simple, mais vous pourriez reconnaître le nom. Donc, ben, c'est plutôt compliqué, je veux dire, mais vous pourriez reconnaître le nom. Donc, c'est pour ça que je l'ai écrit. Puis c'est souvent comme ça qu'on va entraîner les modèles. Donc, finalement, le principe, c'est un peu qu'on guesse c'est quoi le meilleur paramètre, puis après ça, on le modifie tout petit peu jusqu'à temps qu'il devienne de meilleur en meilleur, puis on essaie de pas trouver, de pas, bref, c'est l'optimisation, donc c'est un principe mathématique. C'est compliqué à expliquer, mais en réalité, le but, c'est vraiment juste de trouver les meilleures équations. Je sais pas si j'ai répondu à ce que tu voulais, Mizane. Ouais, totalement, merci. Super bien. Euh, donc, ouais, c'est ça. Donc, pour résumer encore une fois, comment un algorithme apprend, c'est vraiment en utilisant les exemples du training set avec les labels qu'on lui montre. Donc, vraiment des montres genre un chat, c'est écrit chat, un chien, c'est écrit chat. Avec ces exemples-là, il peut trouver c'est quoi la meilleure équation, la meilleure frontière, le meilleur poids, les meilleures règles de décision. Puis souvent, ça se fait juste mathématiquement. Parfois, il faut utiliser l'optimisation, donc c'est un peu plus compliqué. Mais dans tous les cas, c'est le même principe. Voilà. Un autre concept important, mais là, Mézane vient de parler de paramètres, mais c'est pas les mêmes paramètres. Donc, ce que Mézane vient de parler, c'est vraiment juste les paramètres dans le sens de c'est quoi la meilleure équation, c'est quoi le A, c'est quoi le B. Mais là, c'est autre chose. Là, on parle plus de la même chose. Un autre concept important, c'est les hyperparamètres. Ça, c'est des paramètres des modèles qu'on peut nous-mêmes contrôler. Il n'y a pas une bonne réponse qu'on essaie d'optimiser. C'est vraiment nous qui décident c'est quoi le paramètre. Ça peut être par exemple le nombre de voisins qu'on regarde pour faire la prédiction. Donc le cas pour KNN, comme je vous disais tantôt, on en avait utilisé 5 pour voir c'est quel cas étaient les plus semblables, puis on utilisait leur réponse pour trouver la bonne réponse pour notre nouveau cas. Mais euh, ça pourrait être autre chose que 5, ça pourrait être 4, ça pourrait être 26, ça pourrait être 322, ça pourrait être pas mal n'importe quoi. Donc le cas, c'est un hyperparamètre. Ça peut aussi être le nombre la taille maximale de l'arbre pour les decision trees ou les critères pour splitter les différentes branches, des trucs comme ça. Pour les neural networks, ça peut être le nombre de couches, donc de layers, et le nombre de neurones dans chaque couche. Donc, tout ça, c'est des hyperparamètres qui peuvent être réglés pour améliorer la performance de l'algorithme selon c'est quoi nos données puis c'est quoi le problème qu'on veut résoudre. Puis, pour faire ça, généralement, on passe par une étape qui s'appelle le Hyperparameter Tuning. Donc, euh, je reviens à tantôt, je vous ai dit que généralement, on sépare le training set en deux, le dataset en deux. Une partie pour entraînement, puis une partie pour tester. Mais généralement, on sépare surtout en trois. Donc, la partie le 80% qu'on utilisait pour l'entraînement, 60% va réellement servir pour l'entraînement, mais 20% va plutôt être gardé pour trouver les meilleurs hyperparamètres. Donc, pour ça, il y a plusieurs stratégies. Mais le plus basique, c'est juste de lister toutes les choses qu'on va tester. Donc, ça s'appelle grid search. On veut vraiment tout chercher. Donc, par exemple, si je retourne avec l'exemple des voisins les plus proches, on peut tester un k est égal à 1, est égal à 2, est égal à 3, est égal à 5, est égal à 10, est égal à 20. On peut tout, tout tester automatiquement avec la programmation, évidemment, mais quand même, on teste tout. Puis, on crée un modèle pour chaque cas qu'on veut. On entraîne un différent modèle avec chaque cas avec les 60%. Puis on teste si le modèle est bon ou pas avec les 20%. Puis après ça, on garde celui qui a eu le meilleur résultat. Mais pour réellement
évaluer notre modèle à la fin, il faut quand même utiliser des données qui n'ont pas du tout contribué à créer le modèle. Fait que ni dans l'entraînement, mais non plus quand on essaie de trouver les meilleurs hyperparamètres. Comme, parce que sinon, comme je disais plus tôt, ça serait tricher. Donc, c'est pour ça que maintenant, on a trois sets différents. On a vraiment le training set, le validation set et le testing set. Puis ça, c'est la version la plus simple de ce qu'on peut faire, mais il y a aussi d'autres méthodes plus compliquées. Il y a des cross-validation. Je ne rentrerai pas dans les détails, sauf si vous avez des questions, mais voilà la version la plus facile. Puis finalement, pour évaluer euh, le modèle, il y a différents métriques qui peuvent être calculées selon le type de problème. Donc ça, c'est ce qu'on fait quand le modèle a été entraîné. On peut prendre la partie ici, le 20%, et avec cette partie-là, tester, voir si notre modèle est bon ou pas. Donc, quand c'est de la régression, donc encore une fois, régression, c'est quand on veut prédire un nombre, donc un nombre qui peut être continu. Euh, Quand c'est de la régression, on veut vraiment comparer le nombre que le modèle a prédit, mettons 661, comparé à la vraie réponse, mettons c'était 700. On peut simplement faire une soustraction pour savoir l'erreur, genre 700 moins 661. Puis on ferait ça pour chaque exemple qu'on teste. Donc, il y aurait plein d'erreurs différentes. On pourrait faire la moyenne, on pourrait faire quelque chose comme ça. Mais il y a aussi des formules un peu plus complexes, comme le mean square error. Vous allez souvent voir aussi le RMSE, RMSI, qui est root mean squared error. Puis ça, c'est souvent utilisé pour les modèles de problèmes de régression. Mais pour une classification, il y a des métriques un peu différentes. Mettons que c'est une classification binaire. Binaire, ça veut juste dire que deux groupes différents, chat ou chien, voilà. Euh, ou malade ou pas malade. On peut aussi créer une matrice de confusion. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la matrice de confusion déjà dans votre vie, peut-être en médecine, c'est parce que je sais que c'est aussi utile pour les tests diagnostiques, savoir s'ils fonctionnent ou pas. Donc, ça se peut bien que vous l'ayez déjà vu. Mais en réalité, c'est juste un tableau avec une valeur réelle et une valeur prédite. Donc, mettons que 1, ça veut dire un malade, ça veut dire que la personne est malade. 0, ça veut dire que la personne est en santé. Ben, quand quelqu'un est vraiment malade, donc ici, puis que l'algorithme ou le test prédit que effectivement elle est malade, ben il est dans cette case-là. Donc c'est un vrai positif parce qu'il était malade, puis ça prédit qu'il était malade. Mais si il était vraiment malade, mais pourtant l'algorithme le prédit comme étant en santé, mais maintenant c'est un faux négatif parce que l'algorithme dit qu'il est en santé, mais pourtant il est malade. Même chose de l'autre côté, si la personne était vraiment en santé, mais que l'algorithme le prédit comme étant malade, c'est un faux positif. Puis si la personne est vraiment en santé, puis l'algorithme, il est bon, il prédit qu'elle est en santé, c'est un vrai négatif. Donc, les erreurs, c'est ce qui est en rouge ici. C'est quand l'algorithme s'est trompé. Puis quand l'algorithme a eu raison, c'est ce qui est en bleu là. Puis normalement, dans un tableau comme ça, on écrit généralement le total de personnes. Donc, ce serait le nombre total de vrais positifs, si ça pourrait être 50, le faux positif, ça pourrait être 13. Donc, on écrit vraiment les nombres comme ça dans le tableau, selon ce que l'algorithme prédit. Puis encore une fois, ça serait les gens du testing set, donc du set qu'on s'est gardé pour pouvoir tester. Voilà. Donc avec le tableau que je viens de vous montrer, on peut calculer plusieurs métriques. Donc par exemple, l'exactitude. L'exactitude, c'est l'accuracy en anglais, mais genre attention quand même, c'est pas la précision, parce que souvent quand on veut traduire accuracy sur Google Traduction, ça donne précision. Mais pourtant, précision, c'est un autre concept qui est même pas ici, mais qui est un peu différent de tout ça. Donc, vraiment, exactitude. Exactitude, c'est juste la proportion euh, de précision correcte. Donc, le bleu ici, là, ce que j'ai dit que c'était correct, sur tout le monde. Donc, c'est vraiment juste le bleu sur le bleu et le rouge. Donc, c'est vraiment juste combien de personnes ont été prédites correctement par l'algorithme. Ça peut être un pourcentage. Donc, voilà. L'équation a l'air un peu compliquée, mais c'est vraiment juste comme je viens de dire. Ce qui est vrai sur tout. Voilà. Puis la sensibilité. Euh, c'est la proportion de personnes qui ont été bien prédites comme malades parmi toutes les personnes vraiment malades. Donc, en d'autres mots, c'est juste qu'un modèle qui a une bonne sensibilité détecte de manière faible les cas malades. Donc, quand quelqu'un est malade, le modèle va dire généralement qu'il est malade. Si le modèle a 100% de sensibilité, il va toujours dire qu'une personne est malade quand la personne est malade.
Puis la spécificité, c'est un peu le contraire. Donc, c'est la proportion de personnes qui ont été mieux prédites comme étant en santé parmi les personnes vraiment en santé. Donc, le premier, c'est les personnes vraiment malades parmi les personnes première, c'est les personnes qui ont été prédites comme étant malades parmi toutes les personnes qui sont vraiment malades. La deuxième, c'est les personnes qui ont été prédites comme en santé parmi les personnes qui sont vraiment en santé. Donc, un modèle qui, avec une bonne spécificité, exclut de manière fiable les cas en santé. Je vais vous donner un peu l'exemple. Euh, c'est important aussi de regarder les deux et même les trois. Et souvent, il y a aussi d'autres métriques, mais les plus de base, c'est ceux-là. Euh, parce que, par exemple, si on a un algorithme qui dit juste toujours que tout le monde est en santé, genre toujours, 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 peu importe ce que tu lui donnes, il répond en santé. Ben, on s'entend, c'est complètement nul comme algorithme, ça, je veux dire, ça aide vraiment pas. Mais pourtant, si on regarde ces métriques-là, des fois, ça peut être bon parce que, mettons que dans la population, il y a 80% des gens qui sont en santé, ou même des fois, les maladies rares, ça peut être 99,9. Ben, l'algorithme, même s'il dit toujours que tout le monde est en santé, il va avoir raison la plupart du temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde malade. Donc, dans ce cas-ci, l'exactitude, si mettons 80% des gens qui sont en santé, ben, l'exactitude va être de 80%. Donc, le modèle a l'air bon, mais pourtant, comme on vient de dire, il est vraiment nul. Donc, l'exactitude serait de 80%. Euh, la, s- euh, aussi, la spécificité serait de 100% parce qu'il dit que tout le monde est en santé. Donc, il trouve tout le monde qui est en santé, évidemment. Donc, ça a l'air excellent, mais pourtant, ça ne l'est pas vu qu'il répond toujours la même chose. Par exemple, ici, ce qui est important, c'est de voir, c'est que la sensibilité serait de zéro parce qu'on trouve aucun malade. Genre, tout le monde qui est malade, on ne trouve pas. Donc, c'est pour ça vraiment que c'est important de regarder les trois, parce que sinon, on n'a pas vraiment une vision d'ensemble sur la performance du modèle. Puis, à l'inverse, si l'algorithme dit toujours que la personne est malade, on aurait une sensibilité de 100% parce que chaque malade serait trouvé par l'algorithme, mais on aurait une spécificité de zéro parce qu'elle ne serait pas capable de trouver des cas qui ne sont pas malades. Donc, euh, c'est ça. Souvent, quand on a une sensibilité de 100%, on va avoir une spécificité de zéro, spécificité de zéro, vice-versa. Euh, mais même quand on n'est pas dans un cas extrême comme ça, il y a un genre de compromis à faire entre la spécificité et la sensibilité. On peut essayer de régler notre modèle pour être plus spécifique ou plus sensible selon vraiment ce qu'on a besoin. Puis les besoins différents, ben, c'est parce que si, mettons, on veut savoir à qui donner un traitement, mais que ce traitement-là a des effets secondaires vraiment graves, on veut vraiment une bonne spécificité parce qu'on ne peut pas donner le traitement par erreur à quelqu'un en santé. Mais au contraire, si on veut être sûr de trouver tous les malades, ben là, on veut une bonne sensibilité. Donc, c'est pas mal ça pour pour les métriques. Évidemment, il y en a plein d'autres, surtout quand les classifications sont pas binaires. Parfois, t'as trois groupes, t'as quatre groupes, il y a différents. C'est pas aussi simple qu'avec cette matrice-là. Mais voilà, c'est le plus important pour l'évaluation du modèle. Donc, c'est pas mal ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis là. Puis si aussi on veut faire un deuxième cours avec des notions un peu plus complexes, ben, on pourra toujours l'organiser si vous êtes intéressé. Donc, je suis là si vous avez des questions. Ici, j'ai mis mon LinkedIn si vous voulez m'ajouter. Vous pouvez aussi m'envoyer un courriel si vous avez d'autres questions plus tard. Puis, vous pouvez suivre la scam sur LinkedIn et Facebook. Donc, merci tout le monde. Puis, je peux répondre aux questions. Ça peut être sur ça peut être aussi sur des trucs plus complexes, ça peut être tout ce que vous voulez. Oui, mais Moi, j'aurais une question quant au choix de l'algorithme qu'on prioriserait. Supposons, genre, j'imagine mal une situation où on pourrait utiliser une régression linéaire et où est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser un neural network. Mhm. Ça serait quoi la différence entre les deux? T'as raison. Généralement, on peut. Tu sais, je veux dire, il y a deux trucs là. Premièrement, régression linéaire, c'est juste sur des problèmes de régression. Il faut vraiment que le chiffre qu'on veut prédire, ça soit un chiffre continu, un nombre continu. Mais un neural network, généralement, ça peut tout faire. Donc, effectivement, tu pourrais quand même aussi utiliser un neural network. Puis là,
le problème, c'est que souvent, les modèles plus récents, qui sont plus performants, comme les neural networks, ils ont besoin de beaucoup, 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 beaucoup de données. Donc, déjà, il y a ça. Alors que la régression linéaire, généralement, tu n'as pas besoin de trop de données. Tu peux quand même trouver, tu peux juste avoir, avec quelques centaines ou dizaines de cas, tu peux être capable de faire un modèle qui n'est pas si pire. Mais généralement, avec les neural networks, il faut des milliers ou des centaines de milliers de données pour vraiment être capable de faire un bon modèle. Sinon, il va pas vraiment être capable de généraliser à des nouvelles données. Il va trop overfit, qu'on appelle. Ça veut juste dire qu'il va être bon pour les données que tu as montrées, mais il ne sera pas capable de généraliser. Puis, l'autre chose aussi, ça peut être aussi l'interprétation. Parce que, par exemple, régression linéaire, c'est facile à interpréter parce que ça donne un coefficient, genre le A, puis le B, puis tout ça. Mais ça va donner vraiment un coefficient différent pour chaque variable que tu utilises. Donc, mettons que tu utilises la température, ben, tu vas pouvoir voir c'est quoi l'effet de la température. Mettons que le coefficient est 8, mais ça veut dire qu'il est positif déjà. Puis mettons qu'il est haut comparé aux autres coefficients, mais tu vois que s'il est haut, ça veut dire que l'impact est plus grand dans la température. Mettons qu'il y a plein de variables. Les autres variables, c'est comme les autres coefficients des autres variables, ça peut être genre 0,1, 0,01. Tu vois que 8, c'est élevé, donc tu vois que la température est importante. Puis si c'est 8, ça veut dire que ça va dans le sens, donc dans le même sens, donc plus de température, plus d'appel 911. Si c'était négatif, ça serait le contraire. Moins de température moins élevée, ça serait plus d'appel. Donc tu peux plus interpréter ce qui se passe quand tu as une régression linéaire, alors que quand tu es avec un neural network, c'est difficile d'interpréter ce qui se passe parce que tu n'as pas de coefficient comme ça. Tu as juste des poids dans des connexions dans un réseau. Donc, tu comprends, c'est difficile de voir qu'est-ce qui se passe. Il y a quand même des techniques là, pour essayer d'interpréter tout ça, mais c'est pas aussi simple. Donc, voilà pourquoi tu voudrais peut-être quand même choisir la régression linéaire. Ok. Puis, dans quelle situation, au contraire, un neural network, ça serait supérieur à une régression linéaire? Ben, justement, quand tu as plein, plein, plein de données, généralement, les neural networks vont performer pas mal mieux que la régression linéaire. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup de données. Ok, Puis, super. c'est ça. Si aussi tu veux faire des trucs plus spéciaux, comme je disais, il y a différents types de layers. Donc, mettons, utiliser des images pour la régression linéaire. Je suis pas sûr que tu peux faire ça. Tu peux peut-être faire ça, là, mais ça doit être plus complexe qu'avec un neural network, que tu as vraiment des layers spécifiques que tu peux utiliser pour différents problèmes. Genre aussi quand tu peux l'utiliser pour plein de choses, autant pour des images avec des layers de convolution. Si tu veux faire quelque chose qui varie dans le temps. Il y a une sorte de neural network qui s'appelle les LSTM qui, qui font que le réseau a comme une mémoire. Bref, l'important, c'est juste que c'est peut-être un peu plus flexible pour des problèmes qui ont beaucoup de données. Voilà. Ok, nice. Puis, j'aurais une dernière question. Par exemple, le neural network, c'est un type d'algorithme de classification et de régression. Le Ouais. KNN, c'est quoi déjà? J'ai oublié de... Ben, ça, j'ai moins mis d'importance là-dessus parce que, à part ceux-là qui sont comme régression linéaire, c'est vraiment régression parce qu'on trouve un nombre. Logistic regression, c'est vraiment classification, même si la régression dans le nombre en passant, faites attention. Parce qu'on trouve vraiment que c'est une classe ou une autre classe. Mais les autres, après ça, généralement, ils peuvent s'adapter. Puis ici, j'ai mis classification parce que généralement, euh, on a les 5 exemples, on prend 3 exemples qui sont... Blablabla. Généralement, on prend les 5 exemples les plus proches. Puis celui qui a une classe majoritaire, par exemple, ici, c'est bleu, ça devient la classe qu'on prédit. Euh, mais ça peut aussi être utilisé d'une autre façon. Par exemple, si euh, celle-là, c'était pas une classe, mais c'était plutôt 660, celle-là, c'était 700, celle-là, c'était 820, celle-là, c'était 900. Tu peux aussi faire une moyenne. Il y a des manières d'utiliser chaque algorithme pour faire autant de classification que régression. Même chose pour Super Vector Machine. Ça, ça peut être utilisé pour de la régression ou de la classification, même si c'est un peu moins facile de le voir, fait que je vais pas essayer d'expliquer. Même chose pour les decision trees, peut être utilisé autant pour la classification que régression, même si normalement, de base, il y avait plus d'écrit pour la classification, c'est pour ça que j'ai mis ça ici. Euh, mais les neural networks peuvent vraiment être pour un ou pour l'autre. Ok, Le merci. Y, le Y chapeau ici, ça peut être un chiffre, ça peut être une classe, peu importe. Je pense que, je pense que je réponds à ta question. Ouais, merci. Puis, Ouais, je te allez. patiente, hein.
Je t'ai pas sûr d'avoir compris, c'était quoi les couches dans le neural network? Ouais. Genre chaque couche différente, c'est quoi? Mhm. Ben, comme une couche, c'est vraiment juste une colonne comme celui-ci, tu sais. Je veux dire, c'est difficile de vraiment dire c'est quoi, parce que c'est juste un concept qu'on a inventé en tant qu'humain, là. Mais c'est vraiment juste une colonne. Puis le point, c'est que tu pars avec la variable, les variables ici. Donc, mettons dans ton input layer, comme je disais, tu as un nombre d'interventions, x1 qui peut être genre 60. Tu as l'âge paramétrique x2 qui peut être, mettons, 24. Puis le but, c'est que ces deux variables-là que je viens de dire, tu sais, il peut en avoir plein d'autres, ça, là, c'est arbitrairement deux ici, mais ça va être n'importe quoi. Le but, c'est juste qu'on se promener, genre d'une couche à l'autre, jusqu'à temps d'être transformé en prédiction par le réseau. Ok, ouais. Donc, pourquoi il y a plus qu'une couche, genre, c'est juste parce que c'est meilleur quand il y a plus qu'une couche, parce qu'il peut y avoir genre, plus d'opérations qui sont faites sur les variables, puis ça fait que c'est moins linéaire, genre, donc tu peux trouver plus de réponses. Ok, ouais. Mais Hmm. vraiment, c'est pas quelque chose de. C'est juste un concept abstrait qu'on a inventé finalement, les couches, là. Euh, Puis l'important, c'est que chaque couche est liée, ben, chaque neurone de chaque couche est lié par des connexions au- à tous les neurones de la prochaine couche. Puis que ces connexions-là peuvent être apprises par le réseau. Donc, ils peuvent dire que, mettons, entre ce neurone-là et ce neurone-là, c'est important. Donc, le calcul met plus d'importance sur cette flèche-là. Bref, je sais pas si j'ai répondu assez bien. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Merci. De rien. Puis oui, j'ai enregistré, donc normalement, si ça a bien fonctionné, je vais pouvoir le, le rendre disponible. Sophie. Oui, William. Oui, en fait, merci Gabriel. En fait, j'avais une question pour les variables de départ. En fait, comment vous faites votre choix des variables que vous allez utiliser dans les différents algorithmes? Mhm. Euh, ben, c'est souvent, ça dépend de qu'est-ce qu'on va avoir de disponible. Euh, Puis après, généralement, tu commences par utiliser pas mal tout ce que tu as. Puis déjà, même si par exemple tu veux faire un neural network, des fois tu vas quand même commencer avec logistic regression ou linear regression juste pour pouvoir voir les coefficients, comme je parlais, pour voir qu'est-ce qui a l'air d'avoir une importance ou pas sur le modèle. Mais souvent aussi, tu peux juste tout mettre dans le neural networks, voir comment le réseau réagit, comment la performance a l'air d'être. Puis après ça, il y a plusieurs techniques que tu peux utiliser pour savoir l'importance des features. Puis avec ces Mhm. techniques-là, tu vas pouvoir voir si ça a valu la peine de les utiliser. Puis après ça, tu peux aussi essayer d'enlever certaines variables. Donc, ouais, les features importance, c'est une technique que tu peux utiliser pour vraiment savoir l'importance de chaque feature. Euh, il y a trois, tu sais, il y a les coefficients des régressions qui sont comme des features importance, mais il y a aussi, euh, tu peux aussi les trouver avec une méthode qui est la permutation. Donc, tu essaies comme, tu fais un modèle, euh, mais plusieurs fois, puis à chaque fois, une des features, donc ça veut dire une des variables, tu fais juste genre randomiser sa valeur. Puis tu le fais avec plein de modèles différents. Donc, à la fin, tu peux voir si la, la variable avait vraiment une bonne influence ou pas sur le modèle avec la permutation. Puis c'est comme ça que tu peux trouver si tu devrais l'utiliser ou pas. Il y a aussi une technique un peu plus récente qui s'appelle les SHAP values. Mais bref, j'en dis beaucoup. Je sais pas si j'ai Ok. répondu un peu à ce que tu voulais savoir. Ouais, ben en fait, c'est un domaine pour lequel je suis vraiment pas familier, là. Moi, je viens de l'épidémiologie, fait que généralement, on Mhm. essaie pour essayer d'éviter d'avoir des facteurs de confusion, si on réfléchit à nos variables avant avec des experts. Fait que là, c'est sûr que comment est-ce que généralement en épidémio, on réfléchit à ne pas tout mettre dedans parce que tu es toujours Ouais. en recherche 0,05, là. Fait qu'il y a toujours le 5% de chance que tu vas avoir une corrélation qui serait due simplement par la chance. Est-ce que ça, c'est abordé dans la sélection des variables ou dans tu sais, une certaine technique pour éviter d'avoir un peu c'est un fit qui est seulement dû à statistiquement juste complètement random?
C'est sûr que c'est bien d'avoir l'input des, par exemple, je parlais un peu de santé mentale, des psychologues et tout ça pour pouvoir trouver les bonnes variables. Donc, au début, c'est sûr que quand c'est une recherche scientifique, on essaie de vraiment avoir de, l'input puis l'avis de plusieurs gens différents qui sont experts dans le domaine, comme ça on peut essayer vraiment de choisir nos variables. Puis aussi, savoir qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie, donc c'est comme ça qu'on peut sélectionner les bons trucs. Mais puis je suis d'accord avec toi, là, généralement, euh, tout mettre dans un modèle, c'est peut-être pas le mieux, mais il y a vraiment genre deux. Souvent en machine learning, on veut pas nécessairement vraiment savoir si, s'il y a vraiment un impact significatif. Comme avec les relations linéaires, oui, c'est important, puis tu vas le voir là, tu vas avoir les coefficients, tu vas avoir les odds ratios avec les p-values et tout ça. Mais quand tu arrives en neural networks, souvent le but, c'est plus vraiment de voir s'il y a des trucs significatifs, c'est vraiment juste d'utiliser tout ce qu'on a pour essayer de prédire. Puis, c'est ça. Donc, on considère moins ces enjeux-là, même si je suis d'accord avec toi qu'ils sont pas mal importants. Ok, merci beaucoup. Ouais. Si je peux... Attends, je vais essayer de montrer quelque chose. Mhm. Il y a ces sharp values ici. Je pense que vous pouvez voir. Est-ce que vous pouvez voir? Oui, on arrive à voir. Ok. Il y a les sharp values ici qui sont super intéressantes pour voir un peu l'impact de chaque variable sur le modèle. Ça, tu peux l'utiliser sur vraiment n'importe quel modèle de machine learning. Puis tu vas pouvoir voir vraiment, ça c'est même par individu. Donc mettons qu'une personne est, on prédit que son risque de, je sais pas si c'est quoi l'exemple, mais son risque de maladie c'est 0,4, c'est-à-dire 0,4 sur 1. Ben, avec ces sharp values-là, tu peux vraiment savoir par exemple, l'âge, qu'est-ce que fait dans cette prédiction-là? Donc, mettons qu'on part de 0,1, là, son BMI est élevé ou faible, donc ça donne 0,1. Son sexe est féminin, donc finalement, ça devient moins risqué ou plus risqué selon ce qu'on veut chercher. Mais c'est vraiment l'impact de chaque variable sur finalement la prédiction finale. Puis ça, cela est individuel, mais ça peut aussi être euh, on peut aussi faire une moyenne avec toute la population, puis pouvoir voir vraiment chaque variable, si elle a un vrai impact, son impact est dans quel sens, tout ça. Donc ça, c'est pas mal intéressant pour pouvoir interpréter et choisir les variables qu'on va utiliser. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ben, s'il n'y a plus de questions, je vais finir ici. Vous pouvez toujours m'envoyer un courriel avec l'adresse que vous devriez revoir. Je pense que je vais réussi à repartager le PowerPoint. Alors, merci à tous d'avoir été là. Merci, Gabriel.